tel qu'a été annoncé, vous l'avez dans votre programme, nous allons essayer d'explorer les sources, une partie au moins des sources de l'islamophobie au Québec, en lien avec ce que Valérie Amilo nous mentionnait dans son intervention, que l'islamophobie, au-delà d'une définition générale qu'on peut en avoir, elle prend forme et corps d'une façon spécifique dans des réalités nationales et culturelles concrètes. Alors, la forme qui prépare en France, en Espagne et en Allemagne ne sera pas toujours la même que celle qui prépare au Québec, parce que les raisons historiques, le contexte politique, la composition démographique, socio-démographique ne sont pas les mêmes non plus. Et dans ces cas-là, nous avons fait le choix de nous concentrer sur trois éléments. Une sur les possibles dérives qui alimenteraient l'islamophobie dans l'espace ou le cadre du débat national identitaire au Québec. Est-ce qu'il y a des éléments et des dérives dans ce débat qui sont susceptibles d'alimenter l'islamophobie? Un deuxième, tout le débat qui est déjà s'est manifesté dans la période de questions précédente sur la question de la place publique du religieux et la laïcité. Et un troisième qui se situe comme cause, je dirais, en dehors du Québec, mais qui a une influence au Québec, c'est le rôle de l'islam dans la reconfiguration géopolitique du monde, que même si c'est extérieur au Québec, a une influence, croyons-nous, et des éléments nous ont été apportés aussi dans la première intervention pour les penser. Sans trop tarder, je vais donner la parole d'abord à Gilles Bourg pour qu'il nous traite de la question du débat national identitaire, tel que vous l'avez dans vos papiers, qui est professeur émérite du département de sociologie de l'UQAM. Il a publié plusieurs articles sur l'ouvrage sur la question nationale, notamment celui en 2000, l'année 2000, Penser la nation québécoise. Alors, sans trop tarder, je vous cède la parole pour 20 minutes, Gilles. Merci. Je voudrais d'abord remercier Mouloud, puisque c'est lui qui m'a téléphoné, parce que je renoue toujours avec beaucoup de plaisir avec les amis du Centre Justice et Foi et bien sûr de la revue Relations. Quand il m'a téléphoné, Mouloud, il a semblé surpris que j'accepte aussi vite de répondre à cette commande-là. À vrai dire, c'est que j'ai accepté parce que j'aime bien Mouloud. Alors, c'est quand j'ai commencé à essayer de répondre à ça que je me suis dit, oh là là, quelle pelure de banane. Alors, donc, je me suis dit, il y a une seule façon de procéder, je m'en tiens exactement à la commande de Mouloud. Je vous lis un court extrait du courriel qui m'a fait parvenir. C'est pas correct. Je me venge. Alors, dans le cadre du débat identitaire et national québécois, jusqu'à quel point on retrouve des éléments susceptibles d'alimenter une certaine islamophobie, que ce soit dans une orientation plus ethnico-culturelle articulée autour de la mémoire canadienne-française, ou dans celle plus moderne articulée autour d'une conception nationale républicaine citoyenne. Je vais commencer par une remarque sur la question de la mémoire canadienne-française. Bien que je sois globalement en accord avec l'opposition que Mouloud semble suggérer ici, l'adéquation directe est presque nécessaire, me semble-t-il, dans l'énoncé entre la mémoire canadienne-française et une représentation ethnico-culturelle me semble risquée, comme si la mémoire canadienne-française ne pouvait pas être réinterrogée, bien sûr, critiquée, mais réinterrogée sur de nouvelles bases, dans une autre perspective. Alors, deuxième remarque avant de commencer, ce que j'ai fait, bien sûr, parce que, je répète, c'est un terrain assez glissant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un petit garde-fou. Je me suis dit, au fond, je vais me construire un cadre analytique minimal à partir duquel je vais interroger deux références identitaires, puisqu'il était question dans la commande de Mouloud de l'identité canadienne-française et du nationalisme québécois. Alors,
le cadre en question essaie de comprendre comment se structure le discours qui permet à un ensemble d'individus de se reconnaître entre eux comme faisant partie d'un même groupe, d'une même communauté, d'une même nation. Alors, quelle est la nature de ce discours très grossièrement, bien sûr? Ce discours-là implique nécessairement un discours sur l'origine. D'où vient le groupe? D'autre part, il réfère nécessairement à l'institution. À travers quelle institution le groupe, ou la communauté, ou la nation sera défendu? Et bien sûr, alors je vous donne un exemple extrêmement simple, la Révolution française et l'État-nation à construire pour la nation française. Et bien sûr, ce discours indique certaines caractéristiques qui sont les principales caractéristiques, si vous voulez, du groupe en question, de la nation en question. Par exemple, bien sûr, les caractéristiques de la nation française, ce serait d'abord sa langue, la langue française, et d'autre part, le discours renvoie nécessairement à une série de valeurs. Dans le cas français, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. La nation civique, bien sûr. Et, si vous voulez, à partir de ce discours sur les origines, sur le rapport à l'institution et sur les caractéristiques, on peut lire dans le discours une espèce de ligne de démarcation qui permet de reconnaître ceux qui font partie du nous et ceux qui font partie du eux. Et nécessairement, à partir de cette ligne de démarcation, cette ligne de différenciation, je devrais dire, on peut penser à ce moment-là, quels sont les dangers dont nous parlait Mouloud. Comment, par exemple, l'islamophobie, on va y venir, pourrait représenter un danger. Alors, parce que précisément, c'est, si vous voulez, c'est la remise en question de la ligne de démarcation, si vous voulez, ou la violation de la frontière entre eux et nous, qui peut poser problème et qui peut paraître un risque pour les nationaux ou les gens qui font partie et qui se représentent comme faisant partie du même groupe. Alors, j'en pars à partir de là. Vous m'excuserez, j'espère que je suis minimalement clair. Alors, partons de l'identité canadienne-française. Alors, on peut établir au point de départ, je pense, que l'identité canadienne-française est une identité orpheline. Orpheline, si vous voulez, du nationalisme canadien-français. Le nationalisme canadien-français qui avait un projet politique et un projet culturel. Or, ces projets sont disparus. Pour comprendre ce qu'il reste, si vous voulez, de ce projet dans l'identité canadienne-française, il faut commencer par lire au fond le discours qui permettait de structurer ce qu'on a appelé le nationalisme canadien-français et qui a dominé au Québec entre 1840 et 1960. Vous le savez, enfin, la plupart des gens qui sont ici savent que ce nationalisme posait l'existence d'une nation ou d'une race. Il y avait une racialisation ouverte à cette époque-là. Donc, l'existence d'une nation canadienne-française et catholique. Elle était sœur ennemie, pourrait-on dire, d'une nation, d'une race protestante et, bien sûr, canadienne-anglaise. Elle était sœur ennemie parce que c'est avec elle qu'on avait fondé le Canada et la Constitution, vous le savez, le vieux discours affirmait que c'était un pacte entre deux nations.
dans le nationalisme canadien-français, si vous voulez, on peut, le récit des origines renvoie évidemment à la Nouvelle-France, à l'épopée de la Nouvelle-France, l'épopée de la colonisation. Et bien sûr, cette épopée-là était présentée comme une épopée religieuse. L'institution fondamentale était en conséquence l'Église catholique, évidemment. Et c'est les caractéristiques principales qui sont attribuées à la nation sont, bien sûr, la langue et, d'autre part, la religion. Et les valeurs fondamentales, bien sûr, tournent autour du grand combat pour la survivance. Il s'agissait de lutter pour réaliser, pour protéger, si vous voulez, et assurer le rayonnement en Amérique de la culture française d'une part et de la religion catholique. En fait, il s'agissait au fond, dans ses rêves les plus fous, de convertir l'Amérique au catholicisme et d'assurer les bases rurales d'une communauté nationale francophone. Donc, évidemment, les principales valeurs sont le ruralisme, le conservatisme, l'autoritarisme et, bien sûr, le patriarcalisme. Alors, il est évident là qu'il y a une ligne de démarcation qui est absolument évidente et claire. Pour faire partie du groupe, il fallait parler français et, d'autre part, il fallait être catholique. D'où le danger, bien sûr, que représente pour ce discours de tout autre type, toute autre forme de religion. En fait, le nationalisme canadien-français était protestantophobe. C'est évident. Ceux qui sont de mon âge se rappelleront de l'horreur que pouvaient représenter les mariages mixtes. Parce que c'était une occasion de perdre sa langue et de perdre sa foi, évidemment. Alors, évidemment, l'islamophobie n'était pas à l'ordre du jour, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il paraît clair que il y avait là un potentiel évident d'islamophobie nécessairement. Alors, si on revient à l'identité canadienne-française, je répète donc qu'on est là, on est devant là, paradoxalement, on pourrait dire qu'on est devant une référence identitaire sans idéologie nationale véritablement articulée, au sens strict du terme. Alors, mais on peut penser que cette identité actuellement garde les traits fondamentaux ou les caractéristiques fondamentales du vieux nationalisme canadien-français. Sa référence à la langue est évidente, et je pense qu'on peut soutenir assez facilement que sa référence à la religion perdure. C'est une identité qui, surtout, ce sont des individus qui sont issus d'un milieu conservateur, qui s'en réclament le plus souvent, et sur une base régionale aussi, de la même manière. Évidemment, l'archétype du Canadien français, c'est le maire de Saguenay. Vous le savez. Vous l'avez entendu. Alors, c'est évidemment donc, si la ligne de démarcation est toujours, et très certainement la langue, et très probablement la religion, on a là un terreau extrêmement fertile pour l'islamophobie. Vous en conviendrez, je pense. Mais on peut penser aussi que c'est un terreau très favorable à la crainte de la laïcité. D'ailleurs, c'est paradoxal, l'intervention du maire du Saguenay, il reprochait à Mme Benhabib de tenir un discours défendant la laïcité. Alors là, il y avait une double phobie. La phobie de la laïcité et la phobie de l'islam
dans la personne, bien sûr, de Mme Benadé. Alors, si on passe maintenant au nationalisme québécois, et on reprend un peu la même démarche, on peut dire que le récit de l'origine dans le nationalisme québécois est bien ce qu'on a appelé le grand récit de la Révolution tranquille, sans nul doute. Grand récit de la Révolution tranquille qui pose les années 60, et c'est ça qui est fondamental, comme moment fondamental de l'accès à la modernité au Québec. Le reste de l'histoire, hein, ce qui précédait, étant renvoyé dans les limbes d'une société traditionnelle ou pré-moderne. Alors, c'est une rupture extrêmement importante, bien sûr, et qui a amené, d'une part, un rejet inconditionnel de l'histoire du Canada français, spécifiquement de cette histoire du peuple francophone en Amérique du Nord, pourrait-on dire, qui relevait de la période du Canada français. Cette histoire est pensée comme une histoire d'échec, et bien sûr, avec ce rejet, en remettant en question fondamentalement le discours nationaliste canadien-français, et on rejetait donc la référence identitaire qu'elle constituait. Pourquoi? Parce que, là, ceux qui connaissent un peu la période, la nation canadienne-française est pensée comme une nation impuissante, essentiellement prémoderne. Il y a de beaux textes dans la revue Parti pris là-dessus. Donc, la nation canadienne-française, la nation québécoise est une créature, pourrait-on dire, de la modernité, dans ce discours. Le rapport à l'institution, c'est bien sûr l'État. Si on accède à la modernité en 1960, on accède à l'État moderne, bien sûr. Et donc, on passe de cette institution centrale qui était l'Église catholique pour le nationalisme canadien-français à l'État. L'État, et je dirais plus précisément, l'État pensé spontanément comme un État-providence dès le départ. Un État qui pouvait intervenir pour défendre la langue française, entre autres dans la sphère publique, et qui était pensé comme un instrument ou un lieu de lutte pour le développement des droits sociaux et des droits à l'égalité. C'est un élément, je pense, extrêmement important pour comprendre une possible éventuelle islamophobie. En fait, l'État-providence est pensé comme un moyen, comme un instrument, je n'aime pas employer le concept d'instrument, mais on va l'employer. C'est un instrument donc d'approfondissement de la modernité. Ici, je m'arrête pour souligner la très grande importance du rejet du catholicisme et dans la définition du nous, alors je vais lire plus simple, et avec lui, bien sûr, de l'Église, qui est considérée, l'Église qui est considérée comme une institution qui a pactisé avec le pouvoir colonial, mais aussi comme un lieu de pouvoir, nécessairement, et un lieu de ritualisation des pratiques sociales complètement dépassées. C'est-à-dire qu'on a vécu durant les années 50 un écart de plus en plus important de la ritualisation qui émanait de cette Église quasi triomphante et le développement de la société de consommation et de la culture de masse. Alors, cet écart-là est reçu comme le constat que l'Église et la culture religieuse au Québec sont de plus en plus en porte-à-faux par rapport au développement de la société.
c'est peut-être un peu ce que Georges Leroux avait en tête quand il écrit dans le dernier numéro de Relations, distinct en effet du racisme post-colonial qui affecte des pays comme la France ou les Pays-Bas. L'islamophobie revêt plutôt ici la forme d'une hostilité à l'égard des comportements religieux. En somme, pour le nationalisme québécois, le hijab, c'est un peu comme ce chapeau que devaient porter les femmes quand ils pénétraient à l'Église durant les années 50. C'est ressenti de façon presque viscérale par les gens qui ont vécu l'époque. Donc, la nouvelle représentation de la nation rompt avec la dimension religieuse et elle se définit dorénavant par son rapport à l'espace politique. Bien sûr, ce n'est plus l'espace canadien, c'est l'espace québécois. Et elle se caractérise à l'évidence par une conception jacobine du nationalisme. J'irais jusqu'à dire, quoique ça peut paraître paradoxal à certains, c'est que la nation québécoise, c'est d'abord un projet politique avant d'être un projet culturel, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la nation, fondamentalement, est à faire, est à étendre par l'intermédiaire de la sphère publique. Alors donc, la sphère publique devient bien sûr un lieu de promotion de la langue, mais tout signe distinctif sur, en tout cas dans son, j'allais dire dans sa version la plus radicale, celle du nationalisme québécois, tout signe distinctif menace la nation elle-même. Donc, la ligne de démarcation qui découle de ce que je viens de dire paraît évidente. On passe d'un principe de différenciation défini en termes religieux à un autre fort différent qui se rapporte à la modernité, et peut-être de façon encore plus spécifique à la modernité politique, au sens restreint du terme. Donc, au Québec comme en France, comme le souligne Vincent Gesser, aujourd'hui, je termine, aujourd'hui, l'islam n'est plus considéré comme un ennemi de la chrétienté, mais plutôt comme l'ennemi de la modernité, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, etc. En somme, on pourrait dire que le Québec représente le cas exemplaire du passage d'une xénophobie ou d'un racisme potentiel fondé sur la religion à une xénophobie se rapportant à la modernité. Avancée, en fait, je peux rajouter. Je vous remercie. Merci Gilles. Je pense qu'on pourrait résumer avec vos dernières paroles que le passage du débat national canadien-français, identitaire canadien-français, à un débat national identitaire national québécois, c'était le passage aussi en rapport au religieux, de voir l'autre religieux comme un ennemi à la religion officielle, à l'autre religieux comme un ennemi, quel que soit le religieux, le propre de notre passé, ou celui qui s'advient nouveau, ou qui n'était pas dans notre passé, comme un ennemi à la modernité. Je pense que l'exemple que vous mentionnez du maire Tremblay, du Saguenay, illustre ces paradoxes, non? Parce que du côté, c'est dérange parce que c'est quelque chose de non catholique ou parce que c'est quelque chose qui est religieux, non? Ce paradoxe est là. Bon, alors la deuxième intervention, c'est de Marie-Blanche Taon, et on est dans l'investigation religieuse aussi, de la laïcité de façon plus précise. C'est un débat que vous savez qu'au Québec occupe une place, occupera une place importante. Nous avons fait une étude l'année dernière sur le sujet de la laïcité. Et pour les prochaines 20 minutes, Marie-Blanche Taon va nous apporter des éléments qui nous aideront sûrement à comprendre ce rapport de l'islamophobie dans ce débat sur la laïcité et la place publique du religieux. Bonjour. Je remercie également le Centre Justice et Foi d'avoir été invité aujourd'hui, même si la tâche n'est pas simple, manifestement. Bon, vous entendez mon accent, je ne suis pas née
Québec depuis 1980. Donc je connais un peu la situation. J'insiste également sur le fait que j'interviens aujourd'hui essentiellement comme citoyenne. Je ne suis pas spécialiste ni du religieux, ni de la laïcité comme telle, mais je suis sensible aux questions qui ont été suscitées par le numéro de relation, j'ai fait un texte, et également donc, à cette question aujourd'hui. Je suis sensible en partie à ces questions, au fait que j'ai vécu et travaillé en Algérie de 75 à 80, avant d'arriver au Québec. Et donc je suis restée tout à fait sensible et attentive à diverses situations. J'ai toujours ça, mes étudiants. Je voulais vous le dire. Bon, donc en recherchant trop rapidement et donc je vais lancer déjà, mais je vais lire mon texte, y compris puisque je me suis rendu compte suite aux réactions qui ont été faites à la conférence de Valérie que manifestement mes propos risquent d'être discutés, donc je vais me tenir au papier que j'ai écrit hier. Jusqu'à présent, je suis d'accord avec moi-même. Donc, en recherchant trop rapidement de la documentation autour de la promesse électorale de la charité, de la charte, de la en recherchant trop rapidement de la documentation autour de la promesse électorale de la charte de la laïcité du Parti québécois, le 14 août 2012, je suis tombée sur des entrevues réalisées par Anne-Marie Dussault et par José Thibault, Radio-Canada. Je suis restée au médium plutôt qu'au contenu, pour remarquer que ces journalistes, particulièrement professionnels, présentent l'une et l'autre Jemila Ben Ali comme, je cite, une musulmane laïque. Serait-il imaginable de présenter Denise Bombardier comme une catholique laïque, même si elle a fait un roman, comme vous vous en souvenez, sur son enfance à l'Olympique. Le rapport Bouchard-Taylor lui-même fait référence explicitement aux femmes musulmanes. Ils insistent sur le fait qu'elles sont particulièrement touchées par la déqualification professionnelle et la disqualification sociale qui l'accompagne. En particulier celles qui portent le foulard, ajoute-t-il. Si elles ne portent pas le foulard, comment ces femmes peuvent-elles être désignées en tant que musulmanes? Je n'insisterai pas outre mesure, mais il me paraît important d'enregistrer que dans le discours quotidien, il est fait référence, s'agissant des Algériennes, des Marocaines, des Tunisiennes, de femmes identifiées à la religion majoritaire dans leur pays d'origine. Elles sont automatiquement assignées à une appartenance religieuse. Il serait souhaitable, me semble-t-il, que l'usage des termes musulmans, musulmanes disparaisse de la place publique ou au moins s'estompe. Cela encouragerait un droit à l'indifférence sanitaire. À la commande qui m'est proposée, donc dans le cadre du débat sur la place publique du religieux et de la laïcité au Québec, dans quelle mesure le sentiment islamophobe est alimenté par des courants politiques et intellectuels qui considèrent l'islam comme une entrave à l'instauration d'une société laïque dans laquelle le religieux serait relégué à la sphère privée. Je prends le risque, au risque d'en choquer plusieurs, d'identifier comme des courants politiques et intellectuels le Conseil du statut de la femme.
Au moment où la commission Bouchard-Taylor s'ébranle dans les régions du Québec en septembre 2007, le CSF a émis un avis intitulé « Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse ». Il préconise que, en cas de conflit entre la liberté de religion et l'égalité entre les sexes, il devrait être possible de limiter la liberté de religion au nom de la valeur collective d'égalité entre les hommes et les femmes, marqueur de l'identité québécoise. Il recommande notamment que les représentantes et les représentants ou les fonctionnaires de l'État ne puissent aborder de signes religieux ostentatoires dans le cadre de leur travail et que soit amendée la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y insérer une disposition analogue à celle de l'article 28 de la Charte canadienne, affirmant clairement que l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut être compromise au nom notamment de la liberté de religion. Cet avis du CSF cible une seule religion, l'islam. Il se fonde sur 2 séries d'entrevues de groupes de femmes musulmanes non voilées, c'était la condition de recrutement, qui soulignent combien le Québec est une terre de liberté pour les femmes. L'une d'elles aurait dit « Je n'accepte pas les femmes comme elles vivent dans mon pays, il s'agit du Liban, elles n'ont pas le droit d'aller étudier. » Alors que toutes les femmes de ces panels avaient au moins un diplôme universitaire de premier cycle obtenu dans leur pays d'origine. On se souvient de la prise de parole soutenue de femmes québécoises de souche pendant les auditions publiques de la Commission. Une grande proportion d'entre elles, fortes de leur expérience, ou de celle de leur mère ou de leur grand-mère, donc fortes de leur expérience d'oppression par la religion catholique, ces femmes ont pris la parole pour défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, qui seraient dorénavant menacées par la religion musulmane. Ces interventions féminines, relativement répétitives de région en région, ont eu pour effet collatéral d'estomper les griefs à l'encontre des hommes de la communauté hassidique, dont les demandes illustraient leur vision singulière des rapports de sexe. Vitre givrée ou l'affaire de la SAQ concernant les monitrices d'auto-école, qui avait défrayé la chronique pour défendre un signe qui ne concerne qu'un sexe, le voile. Ce déplacement permettait de délaisser une communauté installée de longue date pour s'attacher aux nouveaux arrivants et à l'immigration. D'autre part, à la suite de l'avis du CSF, sa ministre de tutelle, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, dépose, dès décembre 2007, bien que le rapport Bouchard-Taylor soit alors attendu pour mars 2008, le projet de loi 63 visant à modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour y inscrire dans son préalable l'égalité entre les femmes et les hommes. Dorénavant, se glisse l'égalité entre les femmes et les hommes. Il se dit donc ainsi, considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix. Au chapitre 5 de la Charte, dispositions spéciales et interprétatives, sera ajouté l'article 49.2. Les droits et libertés énoncés dans la présente Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes. Lors des consultations de la Commission des affaires sociales qui se sont tenues en février 2008 pour discuter de ce projet, certaines interventions, dont celle du barreau du Québec et de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, estimaient cette modification de la Charte inutile. Au Québec, en 2008, disait-il, quand on dit une personne, chacun entend aussi bien femme que homme. Plus, l'usage de personne ou de être humain, contenu dans l'alinéa 3, est mis de l'avant pour
cet usage a été mis de l'avant pour effacer le sexisme qui emprunterait la canonique formule des droits de l'homme. L'égalité entre les femmes et les hommes a été traitée dans la Commission des affaires sociales, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que, vu la volonté de corriger une erreur historique, soit que cette revendication soit interpellée à la Commission des institutions, habituellement chargée de veiller à l'harmonisation et à l'actualisation de la Charte de cette loi fondamentale au Québec. Lors des audiences de la Commission des affaires sociales, la ministre Christine Saint-Pierre admit qu'aucune mesure concrète en matière d'affaires sociales, de conséquences financières, n'avait été prévue par cette loi qui visait l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rappel est là pour insister combien, au Québec, l'égalité des sexes est trop souvent une formule utilisée pour entretenir l'autosatisfaction. Vous n'avez pas manqué d'enregistrer que le CSF présente la valeur collective de l'égalité entre les femmes et les hommes comme un marqueur de l'identité québécoise. On pourrait considérer que cette valeur collective est une promesse entretenue par la démocratie moderne. Tous les hommes, y compris les femmes, sont nés libres et égaux en droit. Mais elle n'est pas particulièrement québécoise. Cette valeur collective est partagée par d'autres États démocratiques. Surtout, cette valeur collective reste une promesse de la démocratie qui reste à construire. Les inégalités entre femmes et hommes sont encore nombreuses. Comment un conseil du statut de la femme et une ministre de la condition féminine peuvent-ils se contenter de présenter le statut actuel des femmes québécoises comme un exemple à suivre à des nouvelles arrivantes? Il suffit de rappeler que l'écart des salaires moyens entre hommes et femmes au Québec est toujours autour de 25%. Inutile non plus d'insister sur les déficits de parité entre femmes et hommes à l'Assemblée nationale et dans le gouvernement. Que ce gouvernement soit actuellement dirigé par une femme ne corrige pas ce déficit. Le gouvernement du PQ est moins paritaire que le gouvernement Charest. Que ce soit une femme qui dirige le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale n'empêche pas qu'elle vise les femmes pauvres et démunies à devenir encore plus pauvres et encore plus démunies. En liaison avec la posture du CSF qui cultive l'autosatisfaction quant à la situation des femmes québécoises, il est intéressant d'enregistrer l'association qui est parfois effectuée entre les musulmanes non laïques, puisqu'elles sont voilées, et les prostituées. Et donc je fais référence ici à l'article que j'ai lu dans le Devoir de samedi dernier, et donc je pense que son auteur est dans la salle de son. C'était mi-mars. Donc cet article dans le Devoir, signé. Donc cet article paru dans le Devoir, signé par Michel Sirois, coordinatrice de la Commission Laïcité Québec. Un manifeste co-signé par une quarantaine de personnes, dont au moins la moitié a un prénom et un nom de famille qui fleure bon logis. Ce manifeste se termine par le souhait que les femmes et les hommes du Québec, indépendamment de leurs origines, continuent d'être fiers des politiques et des lois en faveur de l'égalité entre les sexes, et nous appelons à rester vigilants afin de conserver les acquis. Les signataires insistent sur les acquis. Nous, femmes et hommes du Québec, féministes et signataires de ce manifeste, estimons urgent et nécessaire de protéger concrètement les acquis de nos luttes féministes. Quand j'étais jeune, il y a longtemps, les féministes luttaient pour des progrès, des avancées. Elles ne se revendiquaient pas des acquis. Le refrain habituel sur la fierté est également entonné, comme je l'ai souligné. Ce manifeste dénonce essentiellement la tolérance à l'égard du port
Ce manifeste dénonce essentiellement la tolérance à l'égard du port de signes religieux musulmans et la tolérance à l'égard, donc dénonce la tolérance à l'égard de la prostitution. Dans l'un et l'autre cas, les femmes sont perçues comme des victimes qu'il s'agit de protéger. Je ne veux pas ouvrir ici le débat à propos de la prostitution, mais il faut admettre que le mouvement féministe est actuellement partagé par la prostitution. Une part de ce mouvement féministe estime que les prostituées, et en majorité les prostituées, se considèrent comme des travailleuses du sexe qui revendiquent à ce titre des droits sociaux face à leur travail. Je ne suis pas spécialisée dans ce domaine et je n'insisterai pas. Mais je ne reste toutefois pas indifférente aux arguments que développent des chercheuses et des militantes qui ne se limitent pas à taxer des clients. Que ce soit en matière de prostitution ou de port du foulard, il s'agit, me semble-t-il, d'une prise de position quant au contrôle du corps. Pas seulement contrôle du corps, certainement, mais contrôle du corps pourtant. Or, et je ne vais pas non plus développer, mais or, la reconnaissance du droit des femmes à contrôler leur corps constitue le fondement de la révolution entre les sexes dans les années 70, avec la reconnaissance de leur droit à contrôler leur fécondité, contraception et avortement. Refuser que des femmes s'habillent comme elles veulent, ou même que des femmes vendent leur charme, pose problème quand on est une féministe conséquente, nous semble-t-il. Certes, on peut toujours dire que ces femmes qui apparaissent voilées ou prostituées dans l'espace public sont des femmes soumises. Mais au nom de quoi des femmes libérées, ça s'appelle le féminisme, au nom de quoi des femmes libérées sont autorisées à leur dire ce qu'elles doivent faire, à moins de renforcer leur soumission. Soumission à leur mari ou à leur père pour les unes, soumission aux clients pour d'autres. Plus soumission aux féministes qui leur disent qu'elles savent ce qui est bien pour elles. Moi, à mon âge, j'ai commencé à vivre dans l'espace public dans un mouvement de libération des femmes. Or, aujourd'hui, le CSF se donne à se présenter comme une instance qui vise à contrôler les femmes. Pour terminer, je voudrais soulever très rapidement deux points que j'ai évoqués dans mon article dans le dernier numéro de Relations. Puisque le Québec est toujours une province du Canada, nous sommes coincés par les avis de la Cour suprême. Peut-être que je ne partage pas exactement l'avis de Valérie, donc je vais résister ensuite, je vais ensuite. Donc, à propos de la Cour suprême, notamment celui qui tolère le port du voile intégral d'une défendresse dans l'enceinte d'un tribunal lors d'une cause de viol. J'ai le sentiment que cet avis de la Cour suprême jette de l'huile sur le feu, avec le risque de cultiver le rejet du voile islamiste, comme aime dire Jamila Benali, alors que nous pourrions vivre avec le hijab, le voile islamique. L'autre point qui me préoccupe maintenant, l'autre point est la conséquence ici de la montée là-bas des partis islamistes à la suite du printemps arabe. Elle est lourde de conséquences pour la situation des Égyptiennes et des Tunisiennes qui exigent notre vigilance à leur sort. Il faudrait pourtant se garder d'ostraciser les femmes d'ici au nom de ce qui se passe ailleurs, au nom d'une sororité discutable. Merci Marie-Blanche de nous amener aux limites parfois de ce que nous sommes habitués à considérer dans nos réflexions qui au moins nous invite à franchir des pas dans des terrains un peu inconnus, ce qui est toujours sanitaire. Et pour parler de terrains inconnus ou peut-être éloignés du Québec, mais qui ont une influence sûrement sur
le sorte du développement de l'islamophobie au Québec, Mouloud Idir, qui est politologue, qui est actuellement coordonnateur de ce Vivre Ensemble ici au CJF, et membre aussi du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui est une activiste intellectuelle dans les questions portant à la relation nord-sud, politique internationale. On lui a demandé de nous faire une intervention dans laquelle on pourrait peut-être voir quels éléments de ce qui se chapeaute sur le rôle de l'islam dans la reconfiguration politique du monde qui a commencé depuis 1979 et après 1989 avec la chute du mur de Berlin et avec les attentats de 11 septembre 2001. Quels sont les éléments de la vision qui ont un véhicule ou une vision qu'on priorise sur cette présence géopolitique de l'islam qui peuvent avoir une influence sur l'islamophobie au Québec et en quelle mesure cette vision, surtout, elle tient la route ou non? Est-ce qu'elle répond à des faits réels ou à des vues d'esprit avec des intérêts politiques et géopolitiques autres que ceux qui sont manifestés au moins officiellement? 20 minutes pour toi. Merci beaucoup, Agousti. Alors, comme Valérie Amiro en début de présentation m'a présenté comme un fidèle partenaire de discussion, je vais essayer de vous montrer que son jugement n'est pas erroné. Du moins, je vais essayer de ne pas remettre en cause son jugement. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je parle ici en tant que politologue qui a une maîtrise en relations internationales. J'ai dit que je parle ici en tant que politologue qui a une maîtrise en relations internationales. Je ne suis pas tout à fait spécialiste de l'islam non plus, mais ce qu'il me semble de dire, c'est plus de l'ordre de la connaissance générale et des observations de l'actualité. Pour répondre donc à la demande qui m'a été faite par Agousti, qui consiste à identifier des éléments d'ordre géopolitique qui alimentent un certain regard islamophobe, je vous dirais qu'une des raisons qui semble contribuer à l'augmentation de l'islamophobie, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde occidental, c'est la perception que l'espace arabo-musulman serait en train de devenir une puissance géopolitique conquérante, qui serait un peu de ce fait en train de mettre en péril la liberté, la démocratie, les droits humains et la paix internationale. C'est un peu ce truisme qui est distillé dans les opinions. Face à cette vision et perception, mon but ce matin, modestement, c'est de vous apporter quelques éléments de réflexion qui nous aideront à voir que cette vision, à mon avis, non seulement ne reflète pas la réalité, mais qu'elle participe d'un regard qui ne rend pas justice au désir d'émancipation des populations dans le monde arabo-musulman. Je vais procéder en 2 points. D'abord, je vais essayer de voir comment le fondamentalisme islamiste, que l'on considère comme l'illustration de cette montée géopolitique de l'ère arabo-musulmane, il contribue d'une part à la consolidation d'une globalisation néolibérale qui est d'une part contraire aux volontés des populations concernées, mais aussi qu'il maintient les États de la sous-région dans une situation de tutelle face à l'ordre mondial. Je vais dans un deuxième temps essayer de montrer comment les élites des États occidentaux, de l'axe que j'appelle OTAN-OCDE, suite à la suggestion de Junaid Khan, qui est aussi un partenaire de discussion, ces élites exercent toujours une grande influence militaire et politique sur l'espace arabo-musulman. Il me semble que cela est toujours possible dans la mesure où même les directions des forces politiques islamistes arrivées récemment au pouvoir cautionnent, selon moi, un ordre géopolitique au service de ces puissances de l'axe OCDE-OTAN, en dépit précisément du discours anti-occidental des mêmes directions des partis islamistes. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus lentement? Si c'est possible. Oui, je sais, c'est un vilain défaut, je ne suis pas conférencier là-dessus. Alors, je mettrai le contexte à la disposition de ceux qui le veulent après. Je pense que le premier élément à faire ressortir, comment donc cette logique de tutelle se maintient, je vais essayer de faire ressortir comment la logique du néolibéralisme, qui est propre de la pratique politique des islamistes, participe de cette logique de tutelle. Le regard dominant sur le monde arabo-musulman, qui malheureusement ramène tout à la dualité islam versus laïcité, je pense qu'il ne me permet pas toujours de voir l'ampleur de grands défis qui devraient pourtant nous inviter à penser le progrès social au-delà justement du seul discours anti-islamiste. L'idée pour moi, cher vénérable public, n'est pas de minimiser le phénomène du fondamentalisme. J'essaie plutôt de dire que là où ce fondamentalisme est majoritaire politiquement, l'ordre mondial néolibéral, il le cautionne beaucoup plus qu'il ne contribue à l'affaiblir. Mais cette caution, bien entendu, donne lieu à des contradictions fondamentales qui ne sont pas toujours maîtrisables. Vous allez donc vous demander comment, selon vous le dire, cette caution opère. Selon moi, cette caution opère, c'est le point que je vous suggère, par le biais notamment des mécanismes qui empêchent les États de la sous-région de se doter de véritables leviers politiques qui leur permettraient justement de sortir d'une logique de tutelle. Vous savez, les discours médiatiques, et je ne veux accabler personne ici, sur ces pays, à mon avis, ils ne permettent pas toujours de rendre compte des multiples défis qui
qui s'oppose aux mouvements sociaux, mais surtout aux forces politiques qui œuvrent précisément pour que l'idée de démocratie se conjugue avec une émancipation, mais aussi de véritables avancées populaires pour les couches les plus déshéritées. Trop souvent, et je ne veux pas viser Jean-Claude Leclerc ni mon ami Johnny Kahn, le regard médiatique demeure, à mon avis, trop souvent captif d'une logique binaire, et c'est cela qui contribue, selon moi, à donner l'image d'un islam menaçant, alors que nos élites, très souvent qui nous évitent à nous en méfier, il me semble qu'elles s'en accommodent beaucoup plus qu'on le croit de ce fondamentalisme. Cette méfiance, bien entendu, nous conditionne à recevoir une vision qui ne rend pas compte de lutte sociale importante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre attention aussi légitime portée à la menace que représente le fondamentalisme islamiste ne nous permet pas toujours de voir que le revers de cette crainte, c'est souvent un soutien accordé aux régimes les plus mafieux et les plus sanguinaires. Le cas de la Tunisie, de l'Égypte, d'un pays comme l'Algérie vont jalonner ma présentation en guise d'exemple. Sur ce dernier pays, la question d'ailleurs qui m'a toujours habité, c'est comment oublier qu'au plus fort des violences meurtrières qui sévirent dans les années 90 en Algérie et que l'on attribuait aux seuls groupes islamistes, ce sont de nombreux partis politiques se disant pour la laïcité, les droits des femmes, la modernité, qui ont refusé les multiples demandes de commissions d'enquête indépendantes pour faire la lumière sur les massacres. Marie-Blanche Taron est l'une des rares qui a soutenu les opposants algériens qui voulaient une commission d'enquête. Je vous jure qu'à l'époque, le simple fait de poser cette question de la pertinence d'une commission d'enquête sur les violences vous confinez à l'anathème, on vous accusait tout de suite d'être un allié objectif de l'islamisme. Je sais aussi que ce qui préside à la peur de la menace islamiste est difficile à déconstruire. Cette crainte, elle est légitime, elle est compréhensible, mais elle a des conséquences sur les populations musulmanes. On ne manque en effet pas d'effets et d'exemples pour valider ce point. Mais dès lors, malheureusement, qu'il s'agit d'un pays musulman ou d'un pays où il y a des forces religieuses relativement importantes, je trouve que la problématique intégrisme contre la laïcité, c'est la grille qui prévaut trop souvent de façon privilégiée. Or, il me semble que c'est un moyen beaucoup trop facile de résumer une situation locale qui comporte beaucoup d'autres éléments. Je vais prendre l'exemple tunisien un instant, et je sais qu'il y a des Tunisiens ici, pour faire ressortir un combat déterminant pour l'avenir de la société tunisienne. Celui du combat pour la suspension du remboursement de la dette de la Tunisie et pour un audit de cette dette afin d'en déterminer la part odieuse, c'est-à-dire que celle qui a été contractée entre autres par le régime de Ben Ali, un régime mafieux auprès des institutions multilatérales. Cette dette n'a aucunement protégé le peuple tunisien et à mon avis elle ne devrait pas être payée. De plus, qui parle du fait que ces institutions continuent d'endetter la Tunisie en la soumettant à des conditionnalités qui appauvrissent la population, livrent le pays au transnational et qui sont incompatibles à la fois avec le droit du peuple tunisien à disposer de lui-même et pour des avancées, pour les femmes et pour les hommes, bien entendu. Qui parle du plan Jasmin qui a été élaboré lors du sommet du G8 à Deauville en mai 2011 et de ses graves conséquences pour la population? Vous savez, au lendemain de la chute de Ben Ali, l'administration Obama s'est dépêchée de peser de tout son poids pour installer un haut gradé de la Banque mondiale à la tête de la Banque centrale tunisienne, M. Moustapha Nabi. Alors, c'est aujourd'hui, c'est même de la Banque centrale tunisienne qui pourfond cette idée de la pertinence d'un audit sur la dette. Tous ces combats, à mon avis, doivent nous préoccuper au même titre que le débat laïcité fondamentalisme. Tous ces gens qui consolident aussi la régression sociale à partir de ces mesures économiques et qui confinent un pays comme la Tunisie à la tutelle, ils ne sont pas que des islamistes. Donc, à mon avis, de ces combats qui se situent au-delà du spectre islamiste versus laïcité, on n'en entend pas du tout parler dans nos pays. Car en Tunisie comme ailleurs, nous assistons à mon avis à des réformes politiques qui tentent, depuis la Révolution, aussi à faire voler en éclats ce qui reste des acquis sociaux, des indépendances, mais aussi des projets sécularistes de construction nationale. Il me semble, à mon avis, qu'on ne dit pas assez non plus que la logique de la globalisation néolibérale et les réformes qu'elles induisent au nom d'un certain discours de la bonne gouvernance, de la stabilité institutionnelle, tout ça, c'est aussi des éléments qui contribuent à raréfier toutes les formes de mobilisation collective que portent des mouvements qui œuvrent précisément pour que la démocratie soit associée au progrès social et non au sein de renouvellement des élites. Cette logique qui affaiblit les forces progressistes et politiques opposées aux conceptions minimalistes de la démocratie, elle ne s'observe pas qu'en Tunisie. On peut l'observer dans un pays où se mènent des luttes importantes qu'est l'Égypte. Des analystes comme Samir Amin, qui sont avertis à mon avis, ne disent que le scénario, par exemple, souhaité pour l'Égypte, c'est un scénario qui semble vouloir surtout affaiblir les mouvements sociaux et non pas les forces fondamentalistes. C'est ce qui se dessine objectivement, et c'est à mon avis cela que l'ordre mondial cautionne, c'est un scénario qui serait fait d'une majorité ou d'une forte présence d'islamistes au Parlement et l'affaiblissement, je dirais, progressif des représentations populaires authentiques, notamment des jeunes et des nouveaux partis démocratiques et de gauche.
Comme l'a toujours rappelé Samir Amin en février 2011, un article que je peux mettre à votre disposition, le modèle qui semble s'imposer est celui qui pactise avec les frères musulmans pour maintenir des prérogatives à la haute hiérarchie militaire. Pour l'Égypte, c'est une sorte de modèle à la pakistanaise où l'armée égyptienne, où la banque financée à plus de 70% par les États-Unis, aurait le pouvoir en dernier ressort, mais derrière les dos, parce que c'est des islamistes qui occuperaient la gestion politique immédiate. Un autre élément que je vous suggère de prendre en considération dans le cadre de l'analyse sur ces pays, c'est le véritable rôle qu'opèrent les forces fondamentalistes, un rôle qui est de dépolitisation compatible avec l'ordre néolibéral. Vous savez, la globalisation a besoin d'une armature politique, mais aussi d'acteurs qui mettent en place une logique néolibérale. Et à mon avis, sur mon point de vue, cette logique néolibérale, dans le contexte actuel, l'islamisme fondamentaliste, il ne peut que se renchérir justement. Parce que pour moi, pour les tenants de l'ordre mondial, le plus important en Tunisie, pour prendre cet exemple, me semble surtout consister à faire avaliser une logique qui maintient ce pays dans un système économique mondialisé, financiarisé de type néolibéral. Et c'est cela, me semble-t-il, qui est le plus important et qui conditionne la suite des événements en Tunisie. L'attelage islamique de type Nahda, actuellement mis en place, il ne permet ni idéologiquement, ni économiquement de changer ces dispositifs. C'est donc une sorte de gestion de la crise qu'opèrent les mouvements islamistes, par-delà leur variante d'ailleurs, parce que Nahda n'est pas le seul, et cela, je pense, moi, comme on démontre mes propos dans la période d'échange, je pense que l'ordre capitaliste, il le cautionne, quand il ne s'en fait pas le parrain. Il faut aussi souligner que l'islamisme participe d'une sorte de logique de dépolitisation dans les sociétés où il est majoritairement sur le plan politique. Puisque pour moi, les bases fondamentales des mouvements islamistes, ils tiennent précisément au fait que les islamistes permettent une relative privatisation de la rente, tout en opérant une infime partie de la redistribution par les bases du seul qualitatif, mais tout en s'opposant à toutes les formes d'État régulationniste. Il faut, à mon avis, ici mieux étudier le réseau associatif islamiste et ses retombées sociales pour comprendre que celui-ci se développe justement là où l'État est vacant du fait des conditionnalités néolibérales. Et il me semble que c'est aussi des éléments de cet ordre qui freinent les avancées sociales et démocratiques dans beaucoup de pays que nous devrions contribuer à révéler. Prenons le cas de l'Égypte, je suis toujours l'analyse de Samir Amin. Je voudrais suggérer que dans ce pays, le clan de la contre-révolution travaille à fond à l'heure actuelle avec les frères musulmans d'une manière systématique pour faire avorter les aspirations populaires et démocratiques, mais avec la caution de l'impérialisme. Dans le cas de l'Égypte, en schématisant, je pense qu'il y a deux blocs très clairs qui se dessinent sur le plan politique. Vous avez d'abord le bloc démocratique et populaire, qui a des relents anti-impérialistes à un certain niveau. Il comporte les jeunes, il comporte la gauche radicale, non négligeable dans l'Égypte actuelle. Il y a encore des éléments des classes moyennes démocratiques qui militent pour une véritable forme de laïcité. Ce bloc que je soutiens, à mon avis, n'acceptera pas la perspective d'un régime d'islam politique. C'est ce bloc que je considère qui est majoritaire dans l'opinion publique égyptienne. Il a mobilisé jusqu'à 15 millions de personnes dans des manifestations quotidiennes pendant plusieurs semaines. Mais toutefois, en face, et c'est là ce que je vais essayer de vous faire ressortir, c'est que vous avez un bloc qui est, à mon avis, le bloc réactionnaire, qui aspire à faire avorter le mouvement démocratique et anti-impérialiste. Ce bloc possède trois composantes: la direction de l'armée, la direction des frères musulmans et une partie de la bourgeoisie associée au capital étranger. C'est ce bloc réactionnaire qui est soutenu par les Émirats du Golfe, qui sont des alliés objectifs des puissances occidentales, avec des milliards qui sont aujourd'hui déversés pour leur propagande islamiste. Je m'excuse, mais c'est ce bloc qui semble avoir les faveurs du Pentagone actuellement, à moins qu'on me dise le contraire. Et dans ce cas, l'islamisme politique, avec la caution des grandes puissances, il joue justement un rôle qui consiste à contenir la radicalité sociale des mouvements populaires, des syndicats et de la paysannerie. Mais ce n'est pas cette lecture, me semble-t-il, qui prévaut. C'est donc dans cette logique, à mon avis, qu'il faut situer les courants intégristes pour montrer en quoi, à mon avis, ils s'insèrent dans un ensemble géopolitique où les enjeux d'alliance entre des blocs au pouvoir sont beaucoup plus complexes qu'on nous le donne à voir. Et dans ces enjeux, je suis peut-être cynique, mais j'espère me tromper, il me semble que nos élites pensent d'abord à leurs intérêts avant la sécularisation, la laïcité ou l'amélioration des conditions des femmes ou de la population en général. Je vais maintenant essayer de voir comment l'islamisme contribue au maintien d'un ordre géopolitique au service des pays de l'axe OTAN-OCDE. J'ai tendance à croire, moi personnellement, que contrairement à ce que le discours médiatique laisse entendre depuis le 11 septembre, les directions des partis islamistes contribuent à la consolidation d'un ordre de domination et un maillage géopolitique au service des intérêts des puissances de l'OTAN. Elles sont donc loin d'œuvrer, ces islamistes, objectivement à infléchir cet ordre de domination auquel les partis comme les frères musulmans participent.
Je vais essayer de lister cela en vous invitant à voir de plus près l'espace mondial dans lequel se situe en gros le monde arabo-musulman. Comme vous le savez, le Proche-Orient et le Maghreb font partie d'une zone géopolitiquement très importante. D'un point de vue géostratégique, le monde arabo-musulman recèle tous les instruments qui devraient le conduire à un rôle plus important sur la scène mondiale. Un rôle d'ailleurs qu'il a connu pendant plusieurs siècles. Une homogénéité culturelle, un dynamisme mercantile, des ressources énergétiques importantes, et pourtant, l'ensemble des États qui constituent cette zone, qui va du Maroc jusqu'au Golfe arabo-persique, demeure encore inféodé au maillage de l'ordre mondial et à celui de l'OTAN. Prenons la question du point de vue de la navigation maritime, puisque la question de la navigation maritime est un élément géostratégique important. Trois des 5 grands droits de navigation mondiale se situent à la périphérie du monde arabo-musulman. Vous avez le détroit de Gibraltar qui assure la jonction entre l'Atlantique et la Méditerranée, élu sous l'emprise espagnole. Le commandant des Caroyans, qui est le roi du Maroc, il a aucun contrôle là-dessus. Vous avez le canal de Suez qui assure la jonction Méditerranée-Mer Rouge par l'océan Indien. Depuis la nationalisation par Nasser en 1956, il avait proliféré à la périphérie de l'Égypte les bases navales de l'OTAN et de la Grande-Bretagne situées non loin de l'Égypte, juste à côté à Chypre. Et enfin, la jonction entre la mer Rouge et l'océan Indien pour la Corne de l'Afrique, elle est surveillée à partir des bases navales qui sont situées à Manama, à Bahreïn, pays musulman, point d'ancrage de la 5e flotte dans la région pétrolifère. Vous avez Israël qui est partenaire géostratégique dans la zone, vous avez les bases de Diego Garcia dans l'océan Indien, vous avez des bases au Qatar et vous avez des bases en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, de la France et des États-Unis. Alors voyez-vous, tous ces pays musulmans que l'on considère comme un axe géopolitique qui menace, ils sont complètement des États qui sont dans une posture d'État client. Ce qu'il faut dire ici, c'est que malgré une rhétorique anti-occidentale à forte consommation interne, les directions des partis islamistes cautionnent une large partie du quadrillage géomilitaire qui confine ces États arabo-musulmans dans une posture d'État client des puissances de l'OTAN, en autant que ces islamistes soient dominants sur le plan politique. Je dirais que la plupart des frères musulmans sont depuis longtemps dans une logique de normalisation avec les États-Unis et leurs voisins israéliens. Ils ne remettent pas en cause les traités de paix avec Israël, ils développent une position ambiguë et floue sur la défense du peuple palestinien, ils ne sont pas présents dans les forums internationaux qui remettent en cause les institutions internationales, ils ne sont pas en tout cas en forte présence au Forum social mondial à Tunis, ils confortent la position régionale des monarchies féodales du Golfe qui, tout en ressassant des querelles de l'ère médiévale sur les situations de l'islam politique et les ruptures chiites sunnites, ces Émirats qui opèrent comme argentiers, qui financent des groupes djihadistes qui se déploient explicitement comme sous-traitants des puissances de l'OTAN. Agustin me met de la pression et je vais arriver à la conclusion. Je dirais que ce, à mon avis, à quoi l'on assiste dans le monde arabo-musulman, je vous invite à considérer ce point de vue, je suis prêt à la discussion, n'est pas à une volonté d'islamisation du monde, mais surtout à une aspiration du peuple à prendre leur destin en main. En effet, l'islamisme, malgré l'appui d'une partie non négligeable des masses populaires et des déshéritées, il n'est porteur pour moi ni d'une alternative au néolibéralisme longtemps, ni à l'ordre géopolitique qui pèse sur ces pays. C'est à mon avis cela qu'il faut contribuer à faire mieux comprendre. Cela aiderait peut-être, c'est mon souhait, à situer aussi la duplicité de nos élites avec un phénomène qu'elles n'ont pas toujours contribué à affaiblir. Il faut aussi être capable d'ajouter, et c'est un point de vue que j'affirme, que je suis prêt à être critiqué, que tous les gens qui votent pour les partis islamistes ne sont pas nécessairement des antidémocrates. Bien, à mon avis, ce ne sont pas des gens qui sont émancipateurs, je suis prêt à concéder cela, et c'est ce que je pense. Car, à mon avis, on ne peut pas objectivement prétendre vouloir affaiblir les courants fondamentalistes si on ne mène pas parallèlement une lutte aux réalités structurelles qui empêchent les sociétés d'avoir les leviers politiques nécessaires pour répondre aux aspirations des couches les plus défavorisées. Dans cet ordre d'idées, il me semble simpliste de croire à une montée du monde arabo-musulman comme puissance géopolitique dans le monde contemporain. Comme j'ai essayé de vous le montrer, cet espace géopolitique demeure encore sous le contrôle des puissances de l'axe possédant temps. Voyez-vous, la plupart du temps, ce sont des pays musulmans, d'ailleurs, qui mènent les guerres en Syrie. Ce sont des pays du Golfe qui financent les guerres qui affligent la Syrie, qui affligent l'Irak et beaucoup d'autres pays. Paradoxalement, il faut aussi ajouter que les tendances politiques qui tentent de s'approprier, et ça c'est un point important, le registre du discours sur la démocratie et la laïcité sont souvent des catégories sociales dans les pays arabes privilégiés qui ont fait le choix de modèles de modernisation autoritaire en cautionnant les régimes les plus sanguinaires. Ces discours sont souvent un écran de fumée de groupes sociaux complètement coupés de la population et qui cachent aussi des positions de pouvoir. En définitive, pour faire face aux justifications géopolitiques de l'islamophobie, il me semble que nous devons mener une triple tâche.
mettre en évidence la compatibilité économique et géopolitique entre le néolibéralisme et le fondamentalisme, montrer comment les puissances occidentales consolident un maillage géopolitique par le biais de la cooptation des élites politico-militaires de la plupart des États arabo-musulmans, et enfin, contribuer à la connaissance des mouvements émancipateurs des pays arabo-musulmans en tenant compte des réalités locales. Il s'agit ici de dire qu'il est impossible d'enjamber des contextes sociaux, historiques et politiques complexes au nom d'arguments abstraits, que ces arguments soient des arguments d'ordre théologique ou rationaliste.